Bonjour, je m'appelle Nicole Levac. Je fais partie de l'équipe de Substance depuis plusieurs années. Puis aujourd'hui, on va passer environ, je dirais, entre 45 et 50 minutes ensemble. On va parler d'une substance en particulier. On va parler du cannabis afin d'apporter certains éléments pour vous aider à aborder le sujet avec vos jeunes. Tout au long de la présentation, on va avoir des petits quiz. On va tester vos connaissances et vos perceptions surtout que vous avez sur le cannabis. On vous invite à répondre dans notre zone de clavardage. Aussi, si vous avez des questions, à la fin de la présentation, on va rester avec vous, puis vous pourrez, dans la zone de clavardage, nous poser nos questions, on va répondre du mieux possible. Alors, je répète, je m'appelle Nicole Levac, je fais partie de l'équipe de Substance. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va en gros s'informer pour mieux en parler avec nos jeunes. Alors, qui on est Substance exactement? Alors, notre vision de Substance, c'est de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre leur vie à l'abri de la consommation problématique de substances et de la dépendance. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On va vous en parler un peu plus tard. Ce qu'on veut surtout vous dire, c'est que nous, à Substance, on a une approche sans jugement en matière de consommation en visant le bien-être des jeunes. C'est juste ça qu'on veut, le bien-être physique et mental. On sait que 90% des gens qui ont développé un problème de substance de consommation à l'âge adulte ont commencé à consommer dès l'adolescence. Ça serait, si on dirait que nous, on s'attend à ce que tous les jeunes ne consomment nullement, ça serait un peu utopique quand on regarde cette donnée-là. Ce qu'on veut surtout à Substance, c'est de protéger les jeunes, de parler de prévention. Quand on parle de prévention, il y a différents éléments, mais on veut surtout dire que on veut essayer de réduire le maximum les risques et les méfaits dus à la consommation problématique. Puis on sait que le cerveau des jeunes n'est pas développé jusqu'à 25 ans. C'est idéalement, on aimerait penser qu'on va retarder le plus possible le début de la consommation. C'est une des façons. Il y a des différentes façons aussi de réduire les risques. On veut aussi prendre en considération, comme je vous dis, les éléments qui diffèrent un jeune d'un adulte au niveau de la consommation. L'approche, le langage, les conversations avec nos jeunes sont tous des outils qui rentrent en matière d'une stratégie de prévention. Notre objectif, comme je vous dis, n'est pas de bannir la consommation. Notre objectif est de protéger les jeunes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler excusez-moi. Voyons, je vais aller trop vite. On va parler du cannabis. C'est une des substances les plus fréquemment consommées par les adolescents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous expliquer, on va vous parler de l'origine du cannabis, d'où ça vient. On va clarifier certains mythes qu'on peut avoir sur la consommation de cannabis. On va examiner les risques pour la santé pour un jeune de consommer de la cannabis. On va parler de stratégies pour réduire les risques. On va vous aider à faire des choix responsables pour nos jeunes. On va aborder des sujets à discuter avec vos adolescents. On va vous aider à découvrir aussi des outils que nous offrons gratuitement à Substance pour vous aider à parler avec vos jeunes. Il y a deux des outils qu'on va vous présenter. Un s'appelle Vraie Discussion, qui sont des modules interactifs euh, d'apprentissage interactif sur différents sujets reliés à la consommation. Et l'autre, c'est hallucinant, il y a une série de vidéos très ludiques de 2 minutes. On a 12 thèmes que vous allez tous pouvoir trouver à partir de notre site web. Alors, on commence tout de go. Pourquoi les jeunes consomment des substances? Je pourrais vous dire que ça serait intéressant de penser qu'est-ce que sont vos réponses, mais on va y aller quand même. Vous allez voir si on est à peu près comme ça. Que recherchent les jeunes en consommant? Alors, les jeunes en consommant, ils recherchent de satisfaire leur curiosité, ils veulent relaxer, ils veulent avoir du plaisir, ils veulent être acceptés, ils veulent être s'intégrer, puis ils veulent s'automédicamenter. Euh, Ce qui est important de penser aussi, c'est que les jeunes ont différentes raisons de commencer à consommer, qui sont peut-être bien différentes de ce qu'un adulte peut avoir. Mais les raisons qui vont commencer à consommer, qui vont les pousser à expérimenter, vont souvent changer des raisons qui vont les motiver à continuer de consommer. Certaines personnes vont commencer à consommer parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils veulent s'intégrer plus facilement, puis ils vont réaliser qu'en consommant, bien, tout d'un coup, ils se sentent mieux. Mais il y a des jeunes, ils peuvent avoir aussi d'autres raisons qui peuvent choisir de ne pas consommer, qui sont exactement les mêmes raisons qu'un autre jeune va décider de consommer. C'est-à-dire,
Il va avoir peur de se retrouver dans le trouble, les conséquences quand il va consommer, les risques pour la santé. Lui, il ne pense pas que ça va l'aider à relaxer. Les expériences négatives, il a entendu parler d'un de ses amis ou de d'autres personnes qui ont vécu des choses. Le jugement de leur père, c'est plus important pour eux autres que pour certains jeunes. Ils veulent à tout prix être intégrés dans le groupe, mais ils ne veulent pas avoir l'air des fous. Hein? Les valeurs personnelles, l'éducation qu'ils ont reçue, ça, ce sont toutes des raisons pourquoi les jeunes consomment des substances. Mais comme j'ai dit tantôt, les raisons pour lesquelles les jeunes vont commencer à consommer, puis les jeunes vont continuer à consommer, peuvent changer. Les raisons aussi qui vont inciter une personne à consommer au fil du temps peuvent commencer à se questionner, savoir si la consommation lui procure réellement ce qu'elle recherche à l'origine. C'est-à-dire que si elle a commencé à consommer parce qu'elle avait entendu dire que ça l'aidait à lutter contre l'anxiété, puis qu'au fur et à mesure qu'elle consomme, elle se sent plus anxieuse, puis elle continue quand même. Des fois, c'est un peu comme des alertes, des lumières rouges ou jaunes, très jaunes qui s'allument, qui vont faire que la personne peut se questionner puis se demander qu'est-ce que je recherchais à l'origine? J'y trouve plus ce que j'ai déjà trouvé dans ma consommation. On va passer à un de nos premiers petits quiz, si vous voulez bien. Alors, on ne donne pas de notes, là, faites-vous-en pas avec ça. On veut juste voir, des fois, comme je vous dis, on a des perceptions, des mythes, puis on veut voir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, vous allez nous répondre, si vous voulez bien, dans la zone de clavardage, si vous voulez. C'est toujours facultatif. Le cannabis est utilisé partout dans le monde depuis des milliers d'années. À quelle fin parmi les suivantes? L'usage récréatif pour le plaisir et des fins rituelles ou religieuses? Est-ce que c'est l'usage industriel, bâtiment, cordage, papier, textile, monnaie de change? L'usage médical, douleurs chroniques, réduction des gonflements, traitement de nausées dans le cas de cancer. Et où est-ce toutes ces réponses? Alors, on va attendre de voir si vous avez des réponses que vous voulez nous donner. Je me fie à Sarah et Steve me dire s'ils voient des choses dans des réponses dans la zone de clavardage. Toutes ces réponses qu'on voit, OK. Toutes ces réponses, toutes. Bien, écoute, vous êtes vraiment, je vous donne un A. C'est toutes ces réponses et effectivement la bonne réponse. Maintenant, qu'est-ce que c'est le cannabis? Alors, c'est une plante qui est composée d'une centaine d'ingrédients chimiques, y compris les cannabinoïdes. La consommation de cannabis remonte à des milliers d'années. Dans la Chine antique, en Grèce, en Rome, on l'utilisait à des fins rituelles, aussi comme des matériaux de construction, puis c'est très solide, vous allez voir, et à des fins médicales. Dans l'hémisphère occidental, le cannabis servait également à fabriquer des fibres, des cordes, du papier, servir de monnaie d'échange. Au Canada, le cannabis a été légalisé à des fins médicales en 2001, des fins récréatives en 2018. Ce qu'on sait, nous, c'est que les effets du cannabis varient considérablement d'une personne à l'autre. La consommation de THC, entre autres, les effets vont dépendre de certains facteurs physiques, l'âge, l'expérience avec le cannabis, le produit utilisé. Comme vous savez, la teneur en THC peut varier énormément. Les antécédents médicaux, les facteurs psychologiques, l'humeur, l'état d'esprit, la santé mentale. Une personne ne devrait jamais baser sa décision de consommer du cannabis sur l'expérience d'autrui. Il n'y a personne qui est fait pareil. On n'a pas tous la même constitution. Donc, ressentir que peu ou pas d'effets indésirables, ça va dépendre de chaque personne. Puis un autre peut ressentir des effets importants, même dès la première utilisation. Et souvent, ça va porter à confusion parce que les gens vont dire, ben, mon ami, mon chum, surtout chez les jeunes, mon chum en a fumé, puis ça n'a rien fait, il était bien, puis il était à l'aise. Et ça ne veut pas dire que ton ami va avoir la même réaction. Euh, on sait que la consommation de cannabis peut aider dans certains effets médicaux, comme les symptômes de nausée, de vomissement. Donc, on va parler entre autres tantôt, surtout pour des gens qui suivent des traitements pour le cancer. Euh, les gens vont souvent consommer du cannabis pour soulager des facteurs psychologiques, dont l'anxiété, tandis que d'autres vont consommer puis ils vont rapporter des épisodes d'anxiété, de grandes crises de panique dès qu'ils vont consommer. Fait qu'on ne peut pas se fier sur les autres, il faut vraiment se baser sur la décision de consommer ou pas, sur notre capacité, je dirais presque, de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques. Maintenant,
Pour voir un peu là, qu'est-ce que c'est, est-ce que les effets sont différents d'une personne à l'autre, on va vous présenter une brève vidéo qui a été créée par Savoir Média qui s'intitule Est-ce que le cannabis augmente les sensations de plaisir? Je vous laisse entendre ça. Quand on pense à un consommateur de cannabis, on imagine rarement une personne stressée ou triste. On pense plutôt à quelqu'un de bien relax, qui a bien du fun ou qui a des réflexions plutôt décousues. Oh! Il s'appelle Mickey Mouse parce que c'est une souris dans le fond. Mais consommer du cannabis, est-ce que ça augmente forcément les sensations de plaisir? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Est-ce que le cannabis augmente les sensations de plaisir? Le THC, le composant psychoactif du cannabis, imite des molécules présentes naturellement dans le cerveau. Il peut se fixer à des récepteurs qui augmentent l'activité de certains neurones, dont ceux qui produisent La dopamine, man! l'hormone qui est typiquement associée au bonheur. Mais selon l'endroit où la dopamine est produite dans le cerveau, l'émotion peut varier. La science a largement documenté l'augmentation de dopamine liée au THC dans une partie du cerveau qui s'appelle le noyau accumbens, où se situe le système de récompense. C'est une zone où se trouve une grande quantité de récepteurs sensibles au THC. Toutefois, ces récepteurs sont aussi nombreux dans une autre partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, le siège de la peur et de l'anxiété. C'est quoi ça? Mickey Mouse? Selon l'état émotionnel, la puissance de la dose, la fréquence de consommation ou la prédisposition aux troubles mentaux, une personne pourra avoir une réaction complètement différente qu'une autre qui a pris la même chose. Le cannabis peut donc augmenter les sensations de plaisir, oui, mais aussi les sensations d'anxiété et de panique. Mais pourquoi une souris porterait des pantalons, mais pas de t-shirt? Faut garder à l'esprit que ça reste imprévisible. Alors, Hallucinant, c'est 12 vidéos sur différents thèmes qui ont été préparés pour nous. Et je vous invite à aller sur notre site web, sont super. C'est intéressant, des fois, de les écouter avec vos jeunes, ça peut partir la conversation. Maintenant, le cannabis peut être consommé de différentes façons. On va regarder c'est quoi les façons. Ben, celui qu'on connaît surtout, c'est les feuilles et les fleurs de la plante de cannabis sont brûlées, inhalées sous forme de joint, hein, ou une pipe ou un bong. Ça, c'est une façon traditionnelle. Ensuite, l'autre façon, c'est avec les vapoteuses, fumées sous forme de feuilles séchées, mais on se sert des produits de vapotage. Hein. Donc, on va voir, tout comme les vapoteuses, la nicotine, c'est le même principe. Le cannabis peut aussi être bu ou mangé, les produits comestibles et boissons. Là, on parle de jujubes, de biscuits, de brownies, de jus de toutes sortes. L'autre façon aussi, c'est ce qu'on appelle les extraits ou les concentrés de cannabis. Donc, c'est des produits qui sont obtenus par l'extraction des cannabinoïdes de la plante afin d'obtenir des produits plus concentrés que les feuilles séchées. Il y a différentes façons de faire ça. Donc, certains sont faits avec des solvants, d'autres sans solvant. Il y a les teintures et les vaporisateurs. C'est une forme de cannabis extrait qui est aussi dissous dans un solvant qui est utilisé pour fabriquer d'autres produits euh, de différentes sortes. Et finalement, il y a les teintures, les vaporisateurs et les crèmes topiques. Donc, c'est une forme de cannabis qui est extrait, qui est préparé avec de l'huile, de la cire, de l'alcool, puis qui est destiné à être appliqué sur la peau. Ça, c'est les différentes façons de consommer qu'on connaît. Maintenant, un autre petit quiz. OK? Quel est, selon vous, le pourcentage de jeunes en âge secondaire qui disent avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année? Est-ce qu'on parle de 10 de 18 de 53 ou de 81? Je vais vous laisser répondre dans le clavardage. Est-ce que vous voyez des réponses, mes amis collègues?
Mhm. OK. 53 Isabelle? OK. Je suis curieuse, j'aimerais ça voir d'autres réponses. Kelly, 18 excusez, je ne devrais pas vous nommer vos noms, excusez. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Vous allez voir, la réponse est surprenante. Finalement, c'est 18. Donc, la majorité des adolescents, 4 sur 5, ne fument pas de cannabis, ne consomment pas de cannabis. Tu sais, il y a un mythe qui dit que tout le monde en prend. Mais ça, c'est un peu, c'est péjoratif. Donc, la cannabis, c'est la deuxième substance quand même la plus couramment consommée par les jeunes après l'alcool. L'âge moyen de consommation, 14 ans. Ce qu'on remarque, c'est que le taux de consommation va grandement varier entre le début du secondaire et la fin du secondaire. Donc, au secondaire 1, ou ce que vous appelez la 7e année, je pense, dans cette autre province, on parle de 3 des adolescents qui ont déclaré avoir consommé du cannabis en dernière année. Lorsqu'on arrive au secondaire 5, on parle de 39 des adolescents. Puis le vapotage, c'est le mode de consommation le plus fréquent chez nos ados, suivi par les feuilles séchées, le joint, si vous préférez, puis après ça, par les produits comestibles. Les jeunes déclarent que consommer du cannabis avant de conduire ou d'être passager d'un conducteur qui a déjà consommé, c'est à peu près le même taux qui vont déclarer ça que ceux qui déclarent consommer avant de consommer de l'alcool. Ça, c'est un peu épeurant et c'est un mythe qui pense qu'ils conduisent mieux si vous leur parlez. Ce qui n'est pas le cas, on le sait très bien, vous et moi. Donc, tu sais, quand on parle à nos jeunes et qu'on leur dit, avant d'arriver là, je vais juste vous dire une petite, je vais ouvrir. Quand nos jeunes nous disent, ben, c'est pas tout le monde en fume, ce sont des bonnes données à leur apporter à nos jeunes pour leur dire, regarde, c'est pas vrai, ça, c'est pas leur dire c'est pas vrai parce qu'ils n'aiment pas ça, mais je pense que j'aimerais te parler de d'autres données qu'on a eues, nous autres, dans certains sondages. Qu'est-ce que tu en penses? Puis leur faire parler. Donc, pas qu'ils se sentent, comme diraient en bon québécois, un nerd parce qu'ils ne fument pas ou ne mangent pas du cannabis. Alors, quels sont les principaux cannabinoïdes? On va regarder ça maintenant. Donc, on a dit tantôt que le cannabis est une plante qui remonte à des milliers d'années. Le delta 9, qui est le tétrahydrocannabinol, le THC, ce que j'aime mieux dire, ça change, qu'est-ce que ça fait? Ça change la pensée, la perception, le comportement, c'est un psychotrope. Plus le THC est élevé, plus les effets sont intenses. Le THC est passé de 1%, il y a X nombre d'années, jusqu'à 90% dans certains produits. Donc, les gens de certaines générations, comme les boomers, comme j'appartiens, on a fumé, ben, je ne veux pas dire que j'ai fumé, mais oui, on va le dire, hein. Et, tu sais, on avait du plaisir, c'était pas trop, on pensait que c'était pas trop dangereux. C'est pas la même histoire maintenant, là, ça a complètement changé. Donc, si vos jeunes, si vous référez à ce que vous avez pu vivre, il faudrait adapter votre perception parce que c'est plus la même histoire du tout, du tout, du tout. La consommation des jeunes au niveau du cannabis depuis la légalisation est environ de 18. Euh, les jeunes qui déclarent consommer du cannabis la première fois, comme je vous le dis, c'est à l'âge de 14 ans, puis au fur et à mesure qu'ils vieillissent, la pourcentage augmente. Au Canada, il y a un adolescent sur 9, je vais vous apporter cette petite donnée-là, qui déclare être le passager d'un véhicule conduit par quelqu'un qui était sous l'influence du cannabis. Alors, c'est une donnée importante à se rappeler. Maintenant, c'est quoi l'autre ingrédient qu'on trouve dans le cannabis? C'est le CBD. Le CBD, c'est étudié pour des usages médicaux. Les études, il y a plusieurs études qui sont encore en cours. On va vous en parler un peu. Le CBD peut atténuer ou adoucir certains effets du THC. Au Canada, le CBD est utilisé surtout pour la gestion de la douleur, soigner la nausée, les vomissements et accroître l'appétit. Accroître l'appétit, exemple, dans des gens qui ont des problèmes de, de, de bouffe, des gens qui ne veulent, tu sais, qui ont des problèmes, des problématiques de bouffe, qui arrêtent de manger, ben, s'ils prennent du CBD, ça accroît l'appétit, puis ça va les encourager à reprendre, à recommencer à manger. La réduction des gonflements, des douleurs chroniques, stimuler l'appétit pour les gens, comme je disais, qui ont des troubles alimentaires, le mot que je cherchais, excusez.
Le CBD est connu pour une utilisation médicale. Contrairement au THC, n'est pas promu, il n'attaque pas les facultés, mais il peut causer de la fatigue, de la somnolence. Au Canada, le CBD a fait l'objet de recherches pour une utilisation, mais les recherches sont encore en cours. Donc, il y a des choses qui vont se dire sur le marché par les jeunes qu'il faut prendre avec un grain de sel et peut-être regarder un peu plus ce que la science dit vraiment. Si on avance un peu plus loin, on va penser à un autre petit questionnaire pour voir si une personne fume ou vapote du cannabis contenant du THC, elle peut ressentir les effets en moins de 2 minutes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vais voir s'il y a des gens qui participent. Oui. Mes amis, est-ce que vous voyez des réponses? Oui, OK. Vrai, vrai, vrai. La tendance va vers le vrai, hein? Je ne sais pas si on va voir ça cet automne aux élections. Alors oui, la réponse est vraie, vous avez raison. Quand on parle de THC, là, fumé, là, OK, ou qu'on vapote, les effets se font très, très rapidement. Donc, les produits pour le cannabipotage, la façon la plus commune de consommer du cannabis, la teneur en THC peut aller jusqu'à 90%. Les effets se font sentir en quelques minutes et la façon la plus nocive sur le plan psychologique de consommer du cannabis. Les risques accrus d'intoxication au cannabis. Qu'est-ce que ça dit? Ça va créer des crises d'anxiété, des crises de panique, des palpitations cardiaques, la fièvre, la nausée, des vomissements, des délires, des épisodes psychotiques chez les personnes vulnérables. C'est pas tout le monde qui va se retrouver en psychose, mais il faut comprendre que certaines personnes ont un terrain plus fertile. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est à prendre au sérieux. L'autre forme de... Lorsque vous fumez du cannabis, un autre petit questionnaire, tiens, on est dans la journée des questionnaires. Lorsque vous fumez du cannabis, retenir votre souffle après avoir inhalé intensifiera les effets. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je me permets de prendre une petite gorgée pendant que vous répondez. Il y a certaines données scientifiques, on essaie de penser, mais vous allez voir que la diapo qu'on a fait aujourd'hui, vous allez pouvoir la réécouter, on va l'enregistrer, puis on va vous la faire parvenir aussi. Alors, les réponses, c'est oui, c'est vrai selon vous, OK. Vrai, OK. OK. Alors, malheureusement, la réponse, c'est faux. Euh, Maintenant, les produits de feuilles séchées, donc, tu sais, ça veut dire le joint qu'on appelait dans le temps, puis qui s'appelle encore ça, une pipe ou une pipe à eau ou des bongs. C'est la deuxième façon la plus courante que les jeunes, on parle toujours des jeunes, hein, qui consomment du cannabis. Tenant en THC, 15 à 30 ça dépend toujours du produit. Les effets se font sentir quelques minutes. OK? C'est aussi la fumée. OK, j'arrive à ça. La façon la plus nocive de consommer du cannabis sur le plan physique. C'est une consommation régulière. C'est comme quand on parle de la cigarette. Une consommation régulière peut causer l'accumulation de goudron sur les poumons. Peu importe l'âge. Donc, souvent, on pense, on fumait un petit joint, il n'y a pas de danger, mais ce qu'on peut voir, là, on l'a vu à travers les années avec la cigarette, toutes les causes devant les tribunaux, les gens qui souffrent de différentes maladies pulmonaires, ben, on sait exactement la même chose au niveau du cannabis. Les produits comestibles maintenant, ça, c'est attrayant. C'est la troisième façon la plus courante pour les jeunes de consommer. Ben oui, deuxième façon pour les adultes. Donc, on parle de biscuits, de jujubes, de croustilles, de produits maison aussi, là, c'est ça, les petits muffins qu'on connaît, les liqueurs, les jus, etc. La teneur en THC varie selon la quantité de cannabis ajouté, selon la recette de chacun. Les effets se font sentir entre 30 minutes et 2 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour les jeunes, c'est la cause la plus courante d'hospitalisation en lien avec le cannabis. Les effets sont plus lents à se faire sentir. Donc, le jeune veut ressentir quelque chose. Donc, il va être plus susceptible à dire, ben, je vais en prendre encore, ça, j'ai pas d'effet, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, les effets rentrent, hein? Et là, ça rentre comme une, comme une brique.
Et là, c'est là que souvent, il va y avoir, on dirait une surdose, mais effectivement, un genre de surintoxication de cannabis qui va amener le jeune à avoir des effets très désagréables, puis il va se retrouver à l'hôpital. Alors, excusez-moi. Vous me pardonnerez, hein, des fois, je suis obligée de regarder mes notes parce que j'ai beaucoup de choses que je voudrais vous dire, puis le temps est limité. Je suis sûre que vous allez comprendre. Si on fait un autre petit test, quel pourcentage de Canadiens entre 16 et 24 ans déclarent consommer du cannabis à des fins médicales sans avoir reçu de prescription d'un professionnel de la santé? Est-ce qu'on parle de 30 42 71 ou de 95 Là, celle-là, j'aimerais vraiment avoir vos réponses. Moi-même, je n'avais pas la bonne réponse. Fait qu'on va voir. Sûrement, vous êtes plus sage et informé que moi, peut-être. Au début, là, je parle. Alors, est-ce qu'on voit des réponses? Oui. OK. 30, d'accord. 30, 42. OK. J'entends une autre réponse, puis on va vous déclarer pas forfait, là. 42. Écoutez, j'aimerais vous dire que vous aviez toute raison. Une chance qu'il n'y a pas de prix à la fin, mais c'est 95 Donc, 95 des jeunes, 16 à 24 ans, ces jeunes, déclarent consommer sans avoir vu un médecin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de prescription professionnelle. Il y a un rapport du CCDUS sur la consommation qui estime que 13 des Canadiens affirment consommer du cannabis à des fins médicales, mais trois quarts d'entre eux, trois quarts ont aucun document d'un professionnel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été voir un médecin. Les autres se fient sur ce qu'ils lisent ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, etc. Puis ils se disent, ça va m'aider dans tel cas. Les gens de moins de 25 ans consomment du cannabis à des fins médicales ont aussi aucun médical, aucun papier à cet effet. Ça met en lumière un sujet important pour les parents qui devraient discuter avec leurs jeunes, puis parler de ce que c'est vraiment la réalité. Parce que il y a des recherches, c'est sûr qu'on ne veut pas dire là, comme équipe que c'est pas vrai, il n'y a pas d'effet, le CBD, c'est pas de discréditer tout le monde, puis de dire que il n'y a pas de propriété médicale, mais elles ne sont pas toutes encore, on n'a pas toutes les recherches qu'on a déjà pour d'autres substances et il y a beaucoup de choses encore à prouver. Donc, on va parler maintenant justement de ce. Pour ça, on va s'arrêter à parler du cannabis et d'automédication chez les jeunes de 16 à 24 ans. Le cannabis a été approuvé par Santé Canada pour des choses bien spécifiques. Maintenant, regardons pourquoi les jeunes vont consommer ou les gens sans avoir nécessairement, comme on dit, des preuves ou des données ou même de prescription à cet effet. 53 c'est pour la dépression. Donc, ils disent, je suis déprimé, je vais consommer, ça va m'aider. 53 pour l'anxiété, des attaques de panique, des TOC. 45 l'insomnie, troubles du sommeil. TDAH, 38 et la douleur, donc douleur aiguë, 27 douleur chronique, 23 Parmi les autres symptômes que les gens vont vouloir soulager en consommant du cannabis, on peut citer les maux de tête, les crises épileptiques, syndrome du stress post-traumatique, puis les nausées. Si on regarde ça, au Canada, entre 8 et 10 des Canadiens qui ont entre 16 et 24 ans déclarent consommer du cannabis à des fins médicales, je l'ai dit, la grande majorité des jeunes le font sans supervision. Puis, qu'est-ce que ça donne? Pour dépression, 53 pourcentage 3 fois plus élevé que chez les adultes, vont consommer pour de la dépression. Anxiété, TOC, 53 2,5 fois plus que chez les adultes. Okay? Troubles de sommeil, 45 encore un chiffre similaire, mais les adultes, c'est 47 TDAH, 33 trois fois plus élevé que chez les adultes. Douleurs chroniques, 27 pour les douleurs aiguës, 23 là encore plus élevé que chez les adultes. Donc, c'est un sujet important à parler. Donc, les jeunes, en gros, si je dis ça, consomment du cannabis, des fins médicales, c'est pour soulager la dépression, 53 je reviens sur les chiffres. L'anxiété, j'attends les chiffres, je ne vais pas me tromper. Steve, aide-moi. L'anxiété, les crises de panique, les TOC, 53 Steve, on continue? Merci. Les jeunes consomment l'anxiété, lutter contre les crises de panique.
Les niveaux élevés de THC vont causer d'ailleurs des crises, de la paranoïa, des crises de panique, d'anxiété. Donc, les jeunes vont essayer de consommer pour régler ça, puis vu que le THC est plus élevé, ben, le contraire exactement va se passer. Les autres données qu'on a, Steve, on y va? 45% des jeunes consomment du cannabis, c'est pour mieux dormir. Alors que ça peut causer des palpitations cardiaques, de la fièvre, des nausées, de l'agitation, ce qui peut automatiquement entraîner des nuits blanches. Elle peut également réduire la durée du sommeil profond, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ça rend la personne somnolente, fatiguée dans le main. Donc, les jeunes font ça, veulent soigner quelque chose, puis ils causent d'autres effets, d'autres méfaits, je pourrais dire. Ensuite, on parle de les jeunes qui ont 38%. Le cannabis peut provoquer des poussées soudaines, des pics de dopamine. Ce qui en donne vraiment à la personne, hey, ça sent bon, elle est motivée, elle dit hey, je vais être bon dans mon examen. Puis ça peut également nuire à l'apprentissage, à la mémoire, la concentration, la planification, aggravement. Ça, de ce fait, ça aggrave les symptômes de TDAH. Donc, c'est un couteau à double tranchant. 27% des jeunes vont consommer du cannabis pour des fins médicales pour soulager la douleur chronique. Là encore, à usage médical pour réduire une inflammation, améliorer la réponse. Mais l'usage régulier de produits à base de cannabis peut entraîner l'hyperalgésie, c'est-à-dire induite par le cannabis. Ça veut dire que le corps est encore plus sensible à la douleur. Il y a une petite piqûre, là, puis il va la sentir 30% de plus que les réellement. 23% des jeunes consomment du cannabis à des fins médicales le font pour soulager la douleur aiguë. Alors, on va continuer, Steve. Toute personne, ce qu'on veut surtout vous dire là-dedans, c'est beaucoup de données, là, on le réalise, c'est que toute personne qui envisage de consommer du cannabis devrait, en tout premier lieu, en parler à son médecin professionnel de la santé. C'est la chose la plus importante. Comme on dit, les recherches sont encore en cours. On n'a pas toutes les données. Moi, je dis que si on n'a pas des données basées sur la science ou basées sur des recherches, on ne peut pas avancer des choses. Donc, il y a des choses qu'on peut avancer, on en a parlé, mais des choses. Puis notre but ici, c'est pas de discréditer quoi que ce soit, c'est de faire des mises en garde. Alors, si on regarde ça, on va faire un autre petit quiz. Et pendant ce temps-là, je vais prendre un peu d'eau. On considère que le cerveau humain est pleinement ou presque pleinement développé à l'âge de 18 ans, 19 ans, 21 ans ou 25 ans? Je vous laisse nous répondre. Et mon Dieu, vous êtes des gens bien informés, je trouve. Effectivement, c'est 25%. Donc, le cannabis, pourquoi les jeunes sont-ils susceptibles de subir des effets néfastes? Le cannabis peut altérer la capacité du cerveau à établir des connexions, ce qu'il appelle la myélinisation. Pas pire, je l'ai eu d'un coup. Pendant l'adolescence, ce qui affecte l'apprentissage de mémoire. Le THC peut aussi entraîner un amincissement de la matière grise dans le cerveau en développement, ce qui peut nuire à l'apprentissage, puis augmenter le risque de troubles psychotiques. Finalement, les cerveaux en développement sont plus sensibles aux effets de la dopamine, donc libérés par la consommation de THC, ce qui peut accroître le risque de dépendance et de troubles. Plus le THC, plus de consommation de THC, plus les effets de dopamine vont être difficiles à maîtriser, plus il y a des risques. Donc, les jeunes de moins de 25 ans à consommer du cannabis sont 2 fois plus susceptibles de développer un trouble lié à l'usage du cannabis. C'est surtout particulièrement chez des jeunes qui ont déjà des jeunes ou des adultes, des troubles de santé mentale ou des prédispositions. On va voir que dans la famille, il y a déjà eu des problèmes de psychotiques ou des antécédents, d'autres antécédents de de santé mentale. Ce qui est bien important ici, là, je voudrais faire une mise en garde puis fermer une parenthèse. Quand on parle de santé mentale, il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de ça. Faut arrêter. Plus on va stigmatiser, moins on va adresser le problème. Puis on peut vous dire, nous, selon nos expériences et les recherches qu'on a été chercher, problèmes de santé mentale, consommation de substances vont main dans la main. On va juste arrêter ça et il y a d'autres présentations qu'on fait du sujet. Donc, s'il vous plaît, faut pas se sentir, et les parents, arrêtez de vous sentir visés, je vous en supplie, si vous n'êtes pas les grands responsables de tout ça. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte.
Donc, on veut protéger nos jeunes, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parmi les aptitudes, lesquelles peuvent être affectées par la présence dans le cerveau du THC contenu dans du THC contenu dans le cannabis? J'aimerais vous répondre. Est-ce que c'est le jugement, la prise de décision, la mémoire, la régularisation de l'humeur ou toutes ces réponses? Les réponses. Attends, je vous trouve pas mal bon dans nos quiz, je vous dis, là, mais c'est intéressant parce que ça nous fait voir si vos perceptions répondent à ce qu'on dit dans les différents sondages qu'on fait. Toutes ces réponses, mon Dieu, vous êtes bons. Toutes ces réponses, effectivement, toutes ces réponses. Alors, le cannabis et le cerveau. Donc, les risques à court terme pour le cerveau, c'est des étourdissements, de la confusion, de l'angoisse, des crises de panique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un à une crise de panique suite à avoir consommé du cannabis. Moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà amené quelqu'un à l'urgence et c'est assez peurant. Finalement, la personne est tombée en psychose, mais ça, c'est un autre dossier. Manque de concentration, diminution du temps de réaction et coordination. Les risques à long terme, perte de mémoire, dépendance, effet sa prise de décision, la résolution de problèmes, dépression, troubles anxieux, malheureusement suicide, risque psychologique, la psychose et la schizophrénie. Et ça, c'est pas vous faire peur, mais c'est la réalité. Donc, on va regarder les risques pour la santé en général. Quels sont les risques pour la santé? Une consommation excessive de cannabis va provoquer des nausées, des vomissements violents, une perte de poids automatiquement importante, une déshydratation puis une insuffisance rénale. Qu'est-ce que ça va faire? Les jeunes qui consomment du cannabis sont 11 fois plus susceptibles de développer un trouble psychotique que les ados qui n'en consomment pas. Donc, ça, c'est basé sur différentes recherches, dont Santé Canada, le CAM. La consommation de THC est associée à un risque accru de crise cardiaque, de maladies cardiaques chez les jeunes adultes et les adultes. Et le cannabis, là, on se prépare pour cette donnée-là, est souvent décelée, substance maintenant la plus souvent décelée chez les conducteurs morts ou blessés au Canada. On ne parle pas de l'alcool, on ne parle pas d'amphétamine, on parle de cannabis. Comme je vous dis, là encore, c'est une perception. Surtout les jeunes vont être portés à penser, mon Dieu, fumer un joint, il n'y a rien là, je conduis mieux après. Nous autres, c'est ce qu'on disait dans le temps. On n'avait pas autant d'informations. J'ai le goût de vous parler de vraies discussions. Vous avez parlé d'outils qu'on a pour vous aider. Parce qu'on vous donne plein de données. Puis ces données-là, on vous les donne comme des indices pour amorcer des conversations avec vos jeunes. Puis aussi, pas pour les contredire, mais pour les amener à voir les vrais faits. Donc, qu'est-ce que c'est, vraie discussion? C'est des modules d'apprentissage interactif, un code QR ici, qui ont été préparés par une équipe qui nous permet de vous aider excusez, je recommence, qui nous permet de vous aider à avoir des conversations avec vos jeunes. Ils sont basés sur des scénarios de la vie réelle. Donc, il y a 8 modules d'apprentissage sur des thèmes différents. Ils sont faciles, c'est facile à explorer à votre rythme. Les thèmes qu'on aborde sont le père ou la mère qui a trouvé du matériel de cannabis en chambre de son ado. Comment on en parle? La pression des pères lors d'une fête. Il y a des jeunes, ils vivent là, puis les jeunes qui sont là veulent leur forcer à prendre, les inciter à prendre un verre. Un ado dans une voiture avec un conducteur qui a les facultés affaiblies. Comment on parle de ça avec son jeune? Il est revenu, puis il a dit, hey, le gars qui conduisait, il était un petit peu ivre. Message texte à propos de pilule. Votre jeune reçoit un texte. Vous n'allez pas vérifier son cellulaire, mais par hasard, il est 100 ans, vous avez vu ça. La peur vous poigne. Comment vous en parlez? On continue? Alors, l'ado est devenu, votre ado, là, vous connaissez votre ado, puis depuis quelques mois, il est plus colérique, il se fâche à rien, il est susceptible, il est renfermé. Comment on en parle avec lui? Votre ado, le vapoteur, vapoter, tout le monde vapote, moment, il n'y a pas de danger. Le mélange de substances, alcool, cannabis, les deux substances qui sont les plus souvent consommées par les jeunes en parallèle, ensemble. Et finalement, des médicaments pour étudier. Les périodes d'examen ont eu lieu, là, mai, juin, les jeunes, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pression sociale autour de ça. Donc, on vous donne à travers ces différents scénarios-là des stratégies de conversation concrètes. Vous allez sur un mélange de substances, vous allez cliquer, puis là, il va y arriver différentes questions puis différentes réponses. Vous allez répondre ce que vous auriez dit à votre jeune. T'as vous allez, oups,
la conversation vient de finir, on recommence. Et vous allez pouvoir faire le scénario puis réussir à avoir des bons indices comment parler avec vos jeunes. Je pense que c'est intéressant. Je suis certaine que c'est une plateforme que vous devriez visiter. Quand la consommation de substances devient-elle un problème? Tu sais, tantôt, je vous ai dit, on va vous en parler un peu plus tôt. Moi, j'ai une façon un peu simpliste de le dire des fois, mais souvent, je dis, si la raison pour laquelle vous avez consommé vous donnait des avantages, vous pensez que c'est des avantages, bon, quand je consomme, moi, je suis bien moins gênée. Puis tout à coup, au fil de votre consommation, tout à coup, moi, quand je consomme, je dis n'importe quoi. J'ai plus de censure. Je peux faire un fou de moi. Là, ce qui était l'avantage est devenu un désavantage. Regardons le spectre de la consommation de substances. Là, vous ai simplifié ça, puis on va en parler un peu mieux peut-être. Donc, le spectre de la consommation, on parle de la non-consommation. Tu évites de consommer la substance. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de tabac. J'ai réglé mon dossier. Consommation bénéfique. Je consomme parce que je peux avoir des effets positifs sur la santé. Hein, je me sens mieux. La société ou l'esprit. Il me semble que c'est plus clair. Consommation à moindre risque. Il n'y a pas trop d'effets collatéraux. Consommation qui a des effets minimes sur la vie d'une personne. Je consomme, je ne fais pas fou de moi. Consommation problématique. Je consomme, il y a des effets nuisibles et néfastes sur la vie d'une personne. Mais quoi, c'est-tu quoi? On va aller un petit peu plus loin, puis qu'est-ce qu'on réalise? Je consomme, j'ai ces effets néfastes, je sais que c'est pas bon, mais je continue. C'est une condition médicale, donc on va enlever la culpabilité, là. C'est une condition médicale qui implique un usage compulsif, continu, malgré les effets néfastes. La personne sait très bien qu'elle est dans le trouble, en tout cas, si elle ne sait pas, elle va le savoir. Puis on peut passer d'un stage à l'autre au fil du temps. Mais rendu au dernier stage, c'est beaucoup plus difficile de retourner en arrière. Donc, c'est important de savoir à quoi on s'adresse, puis de regarder comment on peut travailler, faire face à ça avec nos jeunes. Quels sont les signes physiques d'une consommation problématique? Premièrement, tolérance. On en a besoin de plus en plus. Deuxièmement, en manque. Si je ne consomme pas, je t'en manque, je tremble, j'ai mal, j'ai soif, j'ai mal au cœur. Ça va même aller jusqu'à la nausée. L'autre signe physique, j'ai des problèmes de santé de plus en plus graves. Hein? Mon fouet, j'ai la misère à digérer, etc. Surconsommation. Je consomme, je surconsomme, puis je me retrouve en surdose, en surintoxication. Les consommations problématiques, il y a aussi des comportements. Je m'isole, j'évite les amis. Ça, c'est bon, jeune ou même un adulte. Je cache ou je mens au sujet de ma consommation. On te demande combien de verres tu as pris? J'en ai pris 4. Hey, multiplie par 2, j'en ai pris 8. L'endettement, je dépense l'argent que j'avais prévu pour des choses importantes passe dans ma consommation, que ce soit de substances, que ce soit de la coke, que ce soit de l'alcool, que ce soit ce que j'avais prévu faire des choses passe là-dedans. Puis je m'endette pour consommer. J'enfreins les lois. Je sais que je ne suis pas supposée consommer avant de conduire. Ben, écoute, il n'y a pas de danger, voyons donc, tu sais, je conduis quand même. Déclin de la performance. Je suis un élève, je suis un A+. Je manque mes examens ou je donne des travaux qui sont médiocres. C'est ça. Je ne vais pas au travail. Tu sais. Les problèmes psychologiques, difficultés d'apprentissage. J'ai quelque chose devant moi, je ne suis pas capable de retenir rien, je ne suis pas capable d'avancer. J'ai un travail à soumettre à mon patron, je ne suis pas capable d'avancer. Nouveaux symptômes, je suis plus stressée, j'ai de l'anxiété, j'ai peur de me présenter comme telle, je vis de la dépression. En passant, ceux qui ne savent pas, l'alcool, c'est un dépresseur. Et j'ai l'aggravation. Déjà, j'avais un fond là, un petit peu à risque, mais là, c'est de plus en plus. J'ai des crises de panique. Des pensées intrusives ou inconnues. Je serais mieux ailleurs. Je vais les débarrasser de moi. Hallucination, délire, saute d'humeur, je m'endure plus. Je vois des choses qui se promènent à terre. Je ris comme c'est pas comique. Je vois des choses que la moitié du monde ne voit pas. J'entends des choses. Là, on est rendu assez grave. Alors,
Réduire les risques. Qu'est-ce qu'on est fait ici aujourd'hui? Tu vois, je vous ai dit 46 minutes, on est presque dedans. Qu'est-ce qu'on est fait, qu'on va faire aujourd'hui? Nous, ce qu'on essaie de faire à la substance, je vais prendre quelques minutes pour en parler, c'est de réduire le plus possible. C'est une des parties de la stratégie de prévention. On aimerait mieux que les jeunes ne consomment pas. On le sait presque sûr qu'ils vont consommer, qu'ils vont expérimenter. On veut retarder ça le plus possible, mais on veut donner des outils aux parents pour les protéger, nos jeunes. Donc, comme je dis, dans la stratégie excusez-moi, on va suggérer de prendre des pauses de consommation, de retarder le plus possible la consommation avant l'âge de 25 ans, de planifier des événements sans cannabis. Ça se fait une soirée, on fait une soirée de jeunes, là. Il n'y a personne qui arrive avec son joint, quoi que ce soit. Hein? C'est quoi les autres? Privilégier les produits à faible teneur en THC. On évite les vapoteuses contenant du THC, le cannabis synthétique. On évite les produits comestibles parce qu'on sait que ça peut avoir des effets. Là, on parle toujours pour les jeunes. On évite à tout prix de mélanger alcool et cannabis. Ça a l'air d'être un bon mélange, mais c'est très nocif comme mélange. Dans une de nos présentations, je souvenais d'autres de nos webinaires, vous allez voir, on en parle en long. On désigne en gaz du temps ça. Donc, avant de partir, le parent s'assure. Puis le plan B, c'est quoi? Tu m'appelles, José, tu es dans le trouble, tu le sais, appelle-moi, tu ne seras pas dans le trouble, je ne te ferai pas dans mon tranche, je vais arriver, je vais aller te chercher. Tu n'embarques pas avec quelqu'un qui a pu se consommer. Vous consommez des produits comestibles, commencez par une toute petite quantité, attendez 1 à 2 heures pour voir comment vous sentez avant d'en prendre davantage. Mais les jeunes, évitez ça. Hein? Évitez de consommer de l'alcool dans l'activité demandant la concentration, les sports, les études, le travail, manutention d'outils, d'équipements. Et finalement, considérez le cannabis médical au même titre que les autres médicaments sur ordonnance. Discutez-en avec un professionnel de la santé, évaluez les effets, les risques. Vous n'êtes pas capable d'avoir rendez-vous avec votre médecin, parlez à votre parent, à votre père, à votre mère, le jeune, puis un travailleur social. Alors, c'était à peu près ça. J'espère qu'on a pu vous éclairer. On aimerait vous apporter le plus de réponses possibles pour rendre votre vie plus facile. Si vous avez des questions, des commentaires, on va rester ici quelques minutes. Si vous avez des conseils, des soutiens pour mieux dialoguer en famille, allez sur notre site web, parlersubstance.org. Les enjeux importants en lien avec la consommation de substances, vous allez trouver des réponses, des informations qui sont factuelles, qui sont accessibles. Il y a un sondage, j'arrive à ça. On a un petit sondage. Vous voyez le petit bloc, là, c'est le code QR pour vous amener avec le sondage. Ça prend quelques minutes à répondre. Pourquoi le sondage? On ne veut pas d'informations personnelles, mais ça va nous aider, nous, à préparer nos prochains webinaires. Vous allez peut-être dire que le présentateur ne regarde pas ses notes. C'est impossible. Je fais du mieux possible. Écoutez, pour nous, c'est un plaisir d'être ici. Ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre mission principale de vous informer, de vous aider pour que vous puissiez, à votre tour, outiller vos jeunes pour qu'ils peuvent faire des choix responsables pour protéger leur avenir. Nos jeunes, je le dis constamment personnellement, sont beaucoup plus intelligents ou beaucoup plus ouverts à écouter qu'on le pense. Et vous, les parents, puis les intervenants de première ligne, les professeurs, les TS, etc., vous êtes les acteurs de changement. Vous êtes les personnes les plus importantes pour nous aider dans notre travail de prévention. Donc, on vous remercie d'être là. On vous le répétera jamais assez. Vous êtes au cœur de la stratégie de prévention. Je m'appelle Nicole Levac. Je vous remercie. Je suis une partie infime de l'équipe de substance. On a à cœur l'avenir du pays, c'est nos jeunes. Merci. Puis, on reste en ligne avec vous si vous avez des questions.